l'énergie solaire, donc c'est une énergie qui est considérée comme renouvelable et qui permet non seulement de produire, qui est basée donc, sur la lumière solaire et qui permet non seulement de produire soit de l'électricité, mais aussi de la chaleur. Donc, on entend souvent parler de solaire photovoltaïque ou de solaire thermique. Donc, pour l'élément de définition, je m'arrête là. Et on va rentrer dans les détails. Donc la première idée reçue, c'est que, en fait, début des installations des panneaux solaires, il y a peut-être maintenant une quinzaine d'années, peut-être une vingtaine d'années, il y a beaucoup de gens qui, ayant installé, peut-être même encore aujourd'hui, ayant installé du solaire photovoltaïque, sont victimes ou ont été victimes de malfaçons. Est-ce que c'est généralisé ça, Alexandra? C'est généralisé, non. Oui, il y a eu ces cas de malfaçon parce que, comme tu l'as dit, la filière s'est emballée il y a quelques années. C'est beaucoup des particuliers qui ont été victimes de ces malfaçons parce que voilà, les entreprises leur ont vendu des panneaux et des installations faites à la va-vite sans que ces particuliers aient vraiment eu les informations pour comprendre ce qui se passait et être en mesure de challenger ces entreprises. Aujourd'hui, les espaces info-énergie sont là pour bien conseiller les particuliers, pour conseiller les collectivités également. Les collectivités peuvent s'appuyer aussi sur parfois des SEM, des sociétés d'économie mixte localement qui portent ces investissements et qui portent des compétences, donc une ingénierie technique et financière pour ces projets, ce qui évite aussi d'avoir ces problèmes de malfaçon. Et puis, globalement, ces malfaçons, elles ont desservi la filière à un moment donné et les acteurs de la filière photovoltaïque ont dû réagir et se sont organisés pour avoir des labels comme le label Calisol, des qualifications, des certifications, etc. qui font que aujourd'hui les acteurs de qualité sont reconnus, sont connus sur leur territoire et c'est ça qui est important. Il faut surtout se référer à des acteurs qui ont bien toutes les qualifications nécessaires, qui sont recommandées par vos espaces info-énergie, par les collectivités qui les connaissent. Donc c'est ce que tu disais, juste un élément sémantique, tu parlais de challenger les offres. Alors pour franciser l'expression, il s'agit de faire jouer, pas faire jouer la concurrence, mais avoir d'autres visions, d'autres propositions sur des projets d'installation d'énergie renouvelable et ne pas verser tout de suite dans la première proposition qui nous est faite, souvent quand même sur des démarches un peu agressives de certains acteurs commerciaux. Ziad, un complément là-dessus? Pas grand-chose, vraiment se fier aux collectivités, aux acteurs publics pour aller chercher l'information, que ce soit en matière de rénovation énergétique ou d'installation photovoltaïque. Les collectivités sont garantes de l'intérêt général et elles essaieront de mettre en lien les particuliers avec des acteurs qui sont sérieux pour ne pas retomber justement dans ce phénomène de malfaçon qu'on a connu à la fin des années 2000, on va dire. Oui, et puis comme le disait Alexandra, il y a toute une série de labels qui existent aujourd'hui et qui valident la qualité du travail effectué par certains artisans. Il faut toujours avoir un œil là-dessus, évidemment. Deuxième question, deuxième idée reçue sur le solaire, pardon. Les grands parcs solaires, en fait, ça prend énormément de place au sol et ça empiète sur des terres agricoles. Donc, en fait, c'est quoi on met des panneaux solaires plutôt que des plantations pour se nourrir? Je vais prendre la réponse, Alexandra, et simplement pour préciser, effectivement, là on va parler de photovoltaïque, donc surtout du photovoltaïque, puisque les grands projets au sol c'est du photovoltaïque, pas du thermique, on y reviendra un peu plus tard. Mais le photovoltaïque, il faut le distinguer. Il y a le photovoltaïque en toiture, dont on a parlé, et puis le photovoltaïque au sol, qui celui-là sont des installations effectivement assez grandes, des installations qui peuvent être raisonnables, mais aussi industrielles. Et là-dessus, c'est vrai qu'on voit des oppositions naître sur ce type de projet qui sont parfois un peu massifs. C'est vrai. C'est vrai aussi que ça peut occuper du sol et parfois des terrains agricoles. Mais moi, j'aimerais remettre un tout petit peu quelques éléments de comparaison pour comprendre que parfois, on fait des faux procès aux énergies renouvelables. Si on veut vraiment lutter contre l'artificialisation des sols, il faut parler de l'urbanisation. Chaque année, c'est 80 000 hectares de terres agricoles qui sont perdus et principalement du fait de l'urbanisation, c'est-à-dire de la construction de nouveaux logements, de bâtiments, de zones d'activité, etc. Aujourd'hui, le photovoltaïque au sol, il occupe 500 hectares. Pas plus, de terres qui étaient d'origine agricole, qui ont été converties en terres énergétiques.
dans les scénarios de transition énergétique de mégawatts. Je crois que vous devez peut-être entendre un avion qui ne va pas à Notre-Dame-des-Landes, parce que je suis à Nantes, hein, pour ceux qui ne le savent pas. En gros, pour faire les scénarios de transition énergétique, il faudrait 30 000 à 40 000 hectares qu'on dédierait au photovoltaïque au sol, sur cet enjeu-là de photovoltaïque. Et aujourd'hui, les collectivités, leur priorité, c'est de ne pas toucher aux terres agricoles, la plupart des collectivités, en tout cas, qui veulent le faire de manière intelligente, et elles vont plutôt privilégier l'exploitation de friches industrielles, de friches militaires, d'anciennes carrières, de déchetteries, les ombrières de parking, donc des espaces qui sont déjà à faible valeur ajoutée, sur lesquels on vient mettre au contraire une exploitation de l'énergie solaire qui me semble vertueuse. Et pour moi, c'est cette voie qu'il faut encourager plutôt que de détourner des terres agricoles, sachant qu'il y a une autre voie qui est en développement qui s'appelle l'agrivoltaïsme et qui vise à combiner deux fonctions d'un même terrain, sa capacité à produire de l'énergie solaire en accueillant des panneaux photovoltaïques, mais aussi à produire de la production agricole, c'est-à-dire parfois certaines essences qui vont très bien avec le caractère ombragé qu'offrent les panneaux photovoltaïques, ou certains élevages à petite dimension, comme des élevages de chèvres ou des élevages de moutons. Donc on a cette combinaison d'utilisation qui commence à émerger, qu'on appelle l'agrivoltaïsme. Ouais, donc ce qu'on peut retenir, c'est quand même, finalement, on a pas mal de place aujourd'hui sur le territoire et des projets qui sont quand même d'envergure, hein, comme tu le rappelais, parce que là, la question, c'est sur des projets d'envergure, n'empiètent pas automatiquement sur des perspectives de développement agricole. Et puis aussi, il faut dire qu'il y a énormément de projets d'aménagement qui ne sont pas des projets ENR, d'énergie renouvelable, et qui, eux, empiètent aussi allègrement sur potentiellement des terres agricoles en zone rurale ou en zone périurbaine. Donc, on leur fait peut-être pas le même procès, et je pense aux zones commerciales ou aux zones artisanales ou aux zones industrielles, qui sont parfois vides, en fait. Bon, voilà. Et puis, il faut préciser techniquement que quand on a ce que tu disais, hein, sur l'agrivoltaïsme, en général, les panneaux sont évidemment surélevés, donc ils laissent la possibilité d'avoir soit de la circulation dessous, soit la possibilité de cultiver des essences. Un peu de maraîchage. Julien, je veux juste préciser parce qu'on est forcément je pense que Alexandra, toi comme moi, on est plutôt des promoteurs des énergies renouvelables. Il ne faut pas non plus masquer le fait qu'il y a certaines collectivités, je pense notamment à certains territoires de Lot-et-Garonne, qui sont aujourd'hui démarchés avec beaucoup de violence par des développeurs sur la volonté de mettre en place du photovoltaïque au sol sur des zones agricoles. Et ces collectivités-là, elles sont souvent en difficulté parce que ces développeurs, ils essayent de contractualiser directement avec des agriculteurs qui, en fait, gagneraient plus d'argent à laisser le développement photovoltaïque que d'exploiter la terre. Et donc, il y a aussi, comme on le disait, hein, des phénomènes aussi de tension sur des zones qu'il ne faut pas occulter. Ok. On passe à l'idée reçue suivante. Les panneaux solaires photovoltaïques ne sont pas recyclables. C'est vraiment un gâchis, non, quand il s'agit aujourd'hui d'économiser les ressources naturelles. C'est ma question préférée. Je l'ai à toutes les réunions publiques. C'est faux. Et bien évidemment, les panneaux photovoltaïques sont recyclables en majeure partie. Donc, il y a peut-être 95% qui sont recyclables et 5% qui ne sont pas recyclables. Mais ces 5%-là, c'est essentiellement le câblage qui se trouve à l'arrière des panneaux. Le reste des panneaux, c'est essentiellement des plaques de verre, de la silice, un cadre en aluminium et puis des cellules photovoltaïques. Bon, le but, c'est quand même de les recycler au maximum pour pouvoir réutiliser ces cellules. Tous les fils conducteurs en étain qui sont utilisés pour lier les cellules entre elles, c'est pareil, ça peut se recycler. Et même à l'intérieur d'usines de fabrication, d'assemblage de panneaux solaires. Et puisque tu es à Nantes, Ziad, moi j'ai visité l'usine de Sistovi qui recycle elle-même certains composants quand il y a des dérapages à la production.
l'usine recycle sur place ses composants. Et puis, les panneaux solaires qui peuvent durer 30-40 ans, bien au-delà des 20 ans qui sont garantis avec le tarif d'achat de l'électricité produite par les panneaux photovoltaïques. Après ces 30-40 ans de belle vie photovoltaïque peuvent être recyclés dans des usines en France, comme celle qui se trouve actuellement dans les Bouches-du-Rhône, qui a ouvert récemment, tout simplement parce que les premiers panneaux photovoltaïques installés en France arrivent enfin à mourir et à devoir être recyclés. Mais pour l'instant, on a encore peu d'expérience du recyclage des panneaux. Mais on pourra encore s'améliorer et peut-être passer au-dessus de la base des 95%. Oui, c'est intéressant ce que tu dis parce qu'effectivement, c'est relativement récent l'installation de la première génération, on va dire, de panneaux solaires. Donc, il y a toute une filière de recyclage et, qui est à améliorer, à développer. Et donc, on va être de plus en plus performant là-dessus. Mais c'est intéressant déjà de noter que les matériaux, eux, sont quasiment à 95% recyclables. Donc maintenant, à nous d'améliorer l'efficacité des panneaux, la durabilité et puis l'amélioration des process de recyclage. Il n'y a pas de terres rares dans les panneaux photovoltaïques, sachez-le. C'est une fake news. C'est une mauvaise information qui est diffusée à tort. Donc c'est essentiellement de la silice, c'est ça, donc du sable. C'est ça, un matériau qui est très très présent sur Terre. Je ne sais plus si c'est le deuxième ou troisième élément le plus présent sur Terre. D'accord. Et qui, contrairement au sable qu'on utilise dans la construction, ne pose peut-être pas les mêmes soucis que celui qui est utilisé dans la construction, qui fait quand même beaucoup parler de lui, notamment pour la construction béton, par exemple. On passe à la question suivante. J'accélère un peu le rythme et je ne vous propose pas systématiquement de compléter. C'était parfait. La quatrième idée reçue et la dernière sur l'énergie solaire, c'est que en fait, si j'ai un panneau thermique pour la peine, donc qui se trouve plus souvent sur des toits individuels, de maisons individuelles ou de logements collectifs, c'est impossible de chauffer de l'eau dans le nord de la France. En fait, il n'y a que les gens qui habitent dans le sud de la France ou de l'Europe qui peuvent s'en servir, non, Ziad? Oui, c'est important de faire la distinction parce qu'on ne l'a pas toujours en tête. Le panneau peut servir à faire de l'électricité, c'est le panneau photovoltaïque, et peut servir à faire de la chaleur, c'est le panneau solaire thermique. Cette chaleur-là, principalement aujourd'hui, les panneaux solaires thermiques qui servent à faire de l'eau chaude. Petit à petit, on est sur des systèmes qui permettent de faire du chauffage, mais on va partir du principe que c'est pour avoir de l'eau chaude chez soi. Sur cette question, moi je trouve ça intéressant juste de prendre des petits points de comparaison. En Angleterre, chaque année, on installe en nombre de panneaux solaires l'équivalent de la totalité de ce qui est installé en France. Donc on double en fait le nombre de panneaux installés en France chaque année en Angleterre. Et je me dis qu'en Angleterre, il doit pleuvoir 2 jours sur 3 à peu près. S'ils arrivent à le faire, je ne comprends pas pourquoi est-ce que nous, dans le Nord, on ne pourrait pas y arriver. En plus, il faut quand même préciser que sur ces installations solaires thermiques, elles sont systématiquement, et c'est la réglementation, accompagnées de ce qu'on appelle d'un système d'appoint. Ce système d'appoint, il peut être alimenté avec du gaz, avec du bois, mais qui a vocation en fait à prendre le relais des panneaux solaires thermiques le jour où justement on manque de soleil pour se chauffer. Donc en fait, les gens qui se chauffent, qui ont de l'eau chaude avec du solaire thermique, le jour où il pleut ou s'il pleut pendant une semaine, ils ont un système d'appoint qui prend le relais et dans tous les cas, qu'on soit dans le nord ou dans le sud de la France, on peut se chauffer. Voilà. Pour répondre succinctement, sachant qu'après, il y a bien sûr des questions économiques entre le nord et le sud, mais on ne rentre pas forcément dans les détails pour maintenir notre timing, si ça te va, Julie. Très bien. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'avec des panneaux thermiques, on peut se chauffer où qu'on soit. J'ai même envie de dire dans le monde, puisque je sais qu'au Japon, par exemple, la plupart des logements individuels ont du solaire thermique, et que ce n'est pas connu pour être le pays le plus ensoleillé du monde. Tu vois, moi, ma famille, je suis originaire du Liban. Au Liban, dans tout mon village, dans le sud du Liban, ils ont des solaires thermiques sur leur toiture. Et aujourd'hui, ça apparaît vraiment comme une évidence, quoi. Oui, tout à fait.